Madame, Monsieur, bonsoir. Qui sera le prochain bourgmestre de Plombières? Ou comment résumer en une question l'un des principaux enjeux de ces élections le 14 octobre prochain dans cette commune? Je vous présente nos invités. Lucien Locht, bonsoir. Vous êtes la tête de liste pour la formation Action. À vos côtés, Marie Stassen, bonsoir. Tête de liste pour la formation Ouverture citoyenne, Plombières, OCP en résumé. Et à vos côtés, Marc Simons, bonsoir. Tête de liste pour la formation URP. On va regarder, la tradition oblige, un état des lieux en vidéo de votre commune en vue de ces élections. C'était alors le plus jeune bourgmestre de Belgique. Thierry Wimmer, 22 ans, étudiant en droit, s'invite à la table des grands à l'issue des élections de 2006. Sa recette, le talent et le travail. Sa liste, l'Union pour le renouveau de Plombières, un rêve bleu, crée la surprise du chef en obtenant le plus d'élus et s'allie avec le CDH. 6 ans plus tard, le soufflet ne retombe pas et Thierry Wimmer, avec plus de 2000 voix de préférence, accroche de nouvelles étoiles à sa toque. L'URP double son score et renouvelle le contrat avec son partenaire qui ne fait pas la fine bouche. Il ne reste plus que des miettes à la démocratie communale et au PS, alliés alors avec les Verts, qui ensemble avaient dirigé l'établissement Plomby-Montois pendant 24 ans. Après 12 ans de majorat et quantité de nouvelles réalisations, agrandissement de la crèche, nouvelle école, mise en place de la maison de village de Siepenaken et des chemins du Ravel, Thierry Wimmer ne participera plus aux banquets publics auxquels il préfère désormais les repas familiaux et professionnels. Le père de famille et avocat spécialisé dans le droit des communes n'est ni dégoûté, ni lassé, ni fatigué, mais aujourd'hui il préfère l'ombre des fourneaux et la présidence de l'URP au feu de la salle. Un tel patron n'est pas facile à remplacer. Alors l'URP a choisi de jouer la carte du renouveau avec Marc Simons, un chef sans autre expérience que celle d'une cantine scolaire, mais avec des compétences dans les domaines de la communication, du management et de la culture. À ses côtés, une ex de la démocratie communale, Michel Abetz, de retour au fourneau. Ils pourront s'appuyer sur une brigade rodée à l'exercice. L'invité permanent à la table de l'URP, le CDH, remet aussi le couvert sous une nouvelle appellation contrôlée, Ouverture citoyenne à Plombières, et avec une note féminine, celle de la jeune conseillère communale Marie Stassen. Elle prend le pas sur Joseph Austen. Fini la recette qui veut que ce sont dans les vieilles marmites que l'on fait les meilleures soupes. Enfin, un nouveau convive s'invite au repas de noces, Action, une liste pluraliste et d'ouverture. C'est l'actuel directeur financier de la commune, Lucien Locht, qui gérera la brigade en cuisine. Ce ne sera pas facile, car les commis viennent de tous les horizons. Novices, mais aussi expérimentés, qui se sont déjà fait la main dans d'autres établissements, comme le conseiller communal PS, Robert Hagen. L'intention de cette nouvelle liste ? Jouer les troubles fêtes. Voilà donc des fins becs avec une grande faim et un gâteau dont on ne sait pas encore comment il sera partagé. Lucien Locht, bonsoir. Le tirage au sort vous a désigné pour entamer ce débat. Vous êtes un peu, comme on l'a dit dans la vidéo, le trouble fait en vue de ces élections? Oui, tout à fait. On tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, mais c'est certainement pas le mien, ça vous l'aurez constaté. Non, plus sérieusement, je pense que les électeurs souhaitaient avoir une troisième liste pour ces élections. Pourquoi ? Pour qu'un parti ne domine pas l'autre. Donc ça va recentrer quelque part le débat politique. C'est ce que nous espérons en tout cas. Mais ce n'est pas pour ça nécessairement que je me suis engagé en politique. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que après 42 ans passé au sein des services communaux, d'abord comme simple employé pour en finir aujourd'hui comme directeur financier, on se fait quelque part une idée de la politique et on ressent certaines choses et on a envie de corriger certaines erreurs. Alors, en soi, on a un projet, et ce projet, c'est quoi ? C'est faire de la politique autrement. Pourquoi de la politique autrement ? Parce qu'on sent que le fossé entre le citoyen et le politique devient de plus en plus grand. Pour 3 raisons. La première, c'est que l'homme politique
ne consacre pas suffisamment de temps, il s'en met plein les poches. Hein, c'est le sentiment en tout cas que l'électeur a, parce qu'il promet un tas de choses et il ne les respecte pas. Et puis la troisième chose, lorsqu'on va au conseil communal, on doit constater qu'il n'y a que très rarement ou quasi jamais de débat ouvert. Donc nous voulons, au travers du mouvement Action, remédier à tout cela, notamment en recentrant l'action politique sur le conseil communal, où il faut obligatoirement avoir, peut-être même par avoir, des débats ouverts et non pas des débats fermés aujourd'hui. L'initiative doit venir beaucoup plus du conseil communal et pas du bourgmestre ou des échevins, qui, ne l'oublions pas, dans le code de la démocratie, sont des exécutants. Au niveau de la critique du citoyen que l'homme politique s'en met plein les poches, nous nous sommes engagés en tout cas dans notre liste à consacrer au minimum un mi-temps à la fonction, et pour ma part c'est même un temps plein puisque je ne pourrais pas exercer les deux, bien évidemment. Et enfin, on traite souvent l'homme politique de menteur. Nous nous engageons chaque année à établir le bilan de ce que nous avons fait, mais aussi, et ça c'est aussi important, de ce que nous n'avons pas fait, ce que personne n'ose faire aujourd'hui. Voilà autour de quoi ce projet s'est réalisé, avec un leitmotiv qui est très important. L'important pour nous, ce n'est pas ce que nous allons faire, mais comment nous allons le faire et avec qui, et au travers d'un programme dont le fil conducteur sera le développement durable. Merci Lucien Lechte pour ce tour de table. Marie Stassen, bonsoir. Une femme tête de liste, ce n'est pas courant. Elles sont peu nombreuses. Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre engagement pour ces élections ? Donc il y a quelques mois, j'avais décidé d'arrêter la politique. Et puis, vous me voyez là maintenant tête de liste au CEP. Donc ça s'est passé début janvier. On a décidé de changer de nom, de réfléchir vraiment notre philosophie, de retravailler un programme politique, mais au-delà des projets, d'abord une philosophie. Et donc on a eu des nouvelles personnes qui se sont senties attirées par ce nouveau parti et qui ont vraiment amené cette dynamique nouvelle qui est basée donc vraiment sur une politique aussi un petit peu autrement. C'est-à-dire on veut beaucoup plus d'horizontalité dans la manière de faire de la politique. Un exemple symbolique, ça a été notre tirage au sort de la 3e à la 21e place pour vraiment montrer cette horizontalité dans notre parti. Et évidemment, je crois ici que le groupe est enfin prêt et mature, aussi les personnes qui étaient là avant, mature pour travailler au niveau local, mais penser global. Et ça me semble vraiment fondamental d'ancrer au niveau local les enjeux majeurs de notre société. Donc le développement durable, la démocratie participative, cette horizontalité et aussi la place des personnes les plus fragilisées. Et je sens que le groupe est prêt dans l'élaboration de notre programme. On a aussi fait appel à des acteurs de terrain. Ça a été surprenant parce que j'ai sonné à des acteurs de terrain qui n'osaient pas au début me parler. Ça montre à quel point le politique n'est pas toujours en phase et ne demande pas l'avis finalement des personnes concernées. Et on a aussi demandé à des citoyens de relire notre programme, d'amender et donc d'amener des nouvelles choses aussi. Vous avez écarté volontairement le sigle CDH, c'est de plus en plus difficile à porter ? Pour moi, oui. Personnellement, ça l'était. Et parce que je pense que le CDH n'est pas assez concret au niveau de sa volonté de changement, de penser aux générations futures. C'est vraiment primordial. Pour moi, on ne fait pas que de la politique pour répondre aux besoins du présent. On doit absolument faire attention à ne pas compromettre les possibilités pour les générations futures d'agir sur leurs propres besoins. Et ça, c'est fondamental. Et je sens que le groupe enfin partage ce que moi, je porte en moi depuis longtemps. Les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne de conviction. Et voilà, ici, je sens que le groupe est là. Et alors, ça ne m'arrangeait pas au niveau de ma vie personnelle, mais c'était le moment, donc je me suis lancée. Marc Simons, bonsoir. Bonsoir. Novice en politique aussi. Vous avez 56 ans. Qu'est-ce qui vous aussi, je pose la même question, qu'est-ce qui vous a poussé à porter cette liste dans les circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire, et on va forcément en parler, l'après Thierry Wimmer? Tout à fait. 56 ans, directeur d'école de 700 élèves, ce qui applique quand même pas mal de responsabilités, tant au niveau humain, tant au niveau de la gestion de dossiers, travaux publics et j'en passe. Et je suis très fier que l'URP me confie la tête de liste qui sera présentée prochainement le 14 octobre. Fier de pouvoir faire partie d'une équipe parce que l'URP représente vraiment une équipe avec un bon dynamisme, avec des dossiers intéressants qui ont été mis sur la place et qui ont été finalisés, d'autres qui le seront prochainement et avec de nouveaux dossiers qu'on peut retrouver d'ailleurs dans notre programme, mais surtout le pluralisme depuis 12 ans qui se vit au quotidien et que nous souhaitons absolument mettre en avant, ce qui est très important. Et là, une petite parenthèse, si je peux me permettre, OCP Action se disent également pluralistes, mais je constate quand même malheureusement qu'à côté de leurs panneaux d'affichage se trouvent des panneaux du CDH pour l'OCP et d'un parti socialiste aux côtés des panneaux d'action, mais bon voilà. Et vous en tirez quoi comme conclusion en disant cela ? Pluralisme, ça veut dire qu'on ne s'affiche pas normalement, mais bon voilà.
Bon, on va donner la parole aux principaux intéressés. On entame le débat. Je vois que vous le mettez sur la table directement. Marie Stassen. Simplement, les personnes qui acceptent des panneaux ont peut-être une couleur politique et c'est ces personnes-là qui ont accepté les panneaux CDH à côté. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On a aussi des nouveaux endroits où on a mis des panneaux et ces personnes-là n'acceptaient pas le sigle CDH à côté. Donc, ça ne me pose pas de problème. Oui, vous étiez quand même partenaire de majorité. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pour pas faire comprendre à tout le monde. Avec Lucien Loche, réponse à une affaire de panneaux à Plombières. Notre liste est composée de 12 personnes qui n'ont jamais fait de politique, donc elle est purement pluraliste. Notre deuxième de liste vient de l'URP, mais ça on oublie de le signaler. On aurait pu être galant en disant qu'il y avait 11 femmes sur notre liste, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que devant certaines maisons, il y a des panneaux de l'URP et du CDH en même temps, de l'OCP pardon en même temps. Donc voilà, c'est un peu du folklore à les élections. Voilà, il ne faut pas en tirer. Et puis c'est une bonne chose. La pluralité est une bonne chose. Oui. Voilà. Marc Simons, réponse Non, je ne vais pas poursuivre dans le bac à sable que j'ai entendu. Vous parlez de bac à sable. Vous parlez de bac à sable. Oui, mais bon, je souhaite quand même terminer en signalant que je suis fier que la liste URP puisse aussi compter sur 2 échevins sortants et le président du CPS qui tous les 3 notamment ont réalisé de belles choses, que ce soit le hall sportif de tennis de Gemenich, que ce soit la crèche, que ce soit le résidence-service et bien d'autres choses qui ont été mises en place durant la mandature. Marc Simons, évidemment, on l'a dit en entrée de débat, une des questions de ce scrutin, et elle est importante, c'est l'après Thierry Wimmer. On rappelle que Thierry Wimmer, c'est 2046 voix de préférence, et on n'a pas parlé de Hubert Duyckart, c'est également qui a décidé d'arrêter. À eux deux, c'est 3000 voix. Question, votre stratégie pour aller les récupérer, quelle est-elle ? Notre stratégie, c'était de présenter d'abord un bilan très positif, parce que je pense que ce qui était prévu en 2012 a été réalisé à 85 à 90% et, de ce qui avait été proposé, en tout cas mis sur la table. Et notre projet pour l'avenir est représenté aussi sous forme de 100 nouvelles idées que nous souhaiterons mettre en place, et des idées qui sont vérifiables avec le temps aussi. Tout ça en bon père de famille, bien entendu. Oui, on va parler de la situation financière, d'ailleurs, de la commune. Marie Stassen, le départ de Thierry Wimmer, vous l'avez ressenti comment ? Vous le ressentez comment ? Comme une décision intelligente de sa part. Parce que je crois qu'après 2 mandats, il faut passer la main. Et qu'il était arrivé à... Voilà, sans l'accuser, il a fait des choses magnifiques. C'est certainement un des bourgmestres les plus intelligents que nous ayons eus. Je ne critique pas ça, mais je pense qu'il était arrivé à avoir les défauts de ses qualités au niveau de la commune et de la gestion communale. Vous le constaterez, il y a énormément d'agents communaux qui se sont présentés aux élections ici. Ça traduit un malaise. Je regrette profondément que dans le dernier tract de l'URP, les personnes concernées ne se remettent pas en question. Je pense que chez nous, par exemple, nous avons Joseph Austen qui fait de la politique effectivement aussi depuis 12 ans et qui a eu cette capacité, cette reconnaissance des erreurs du passé, cette envie de changer, cette envie où il a été échevin de l'environnement. Il voit maintenant qu'il faut aller beaucoup plus loin. Sa participation au GAL, au groupement d'action locale du pays de Herve, en est pour quelque chose, je pense. Il est vraiment dans cette réflexion citoyenne, démocratie participative et aussi développement durable. Et il accepte les erreurs du passé et il veut se réformer. C'est pour ça qu'il a su aussi attirer ces jeunes à l'OCP. Il y a quoi dans ces tracts ? Donc dans le dernier tract, quand vous lisez à votre gauche, la première page, c'est une réponse un petit peu dommage, regrettable de la part de l'URP qui ne remet pas du tout en question. Donc ils constatent qu'il y a beaucoup d'agents communaux qui se présentent aux élections et ils accusent ces personnes de manière personnelle au lieu de se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a un malaise au sein de la commune ? Et le malaise, il est là parce qu'il y a un manque d'horizontalité. Je pense que M. Wimmer a toujours travaillé de manière très hiérarchique, très verticale et a parfois fait preuve de mépris. Le groupe URP, une grosse partie ayant travaillé 6 ans avec eux, ont fait parfois preuve d'un certain mépris par rapport aux agents communaux, aux enseignants et à d'autres personnes. Je ne pense pas que ce soit... je pense que ce serait bac à sable de vous citer des phrases qui ont été dites, mais voilà, il y a des choses qui nous posent problème et si nous devons travailler avec l'URP prochainement, la page est blanche parce que voilà, nous avons une nouvelle tête de liste à l'URP qui est issue du monde enseignant. Ça m'a vraiment surpris pour l'URP et donc je suis contente, satisfaite de voir que c'est une nouvelle personne et voilà, il faudra retravailler. C'est assez étonnant à vous écouter parce qu'on avait l'impression qu'à Plombières, la situation politique était assainie. À vous écouter... Au niveau des projets, oui, je pense qu'on n'a pas à rougir des projets qu'on a faits. Oui, parce que vous étiez dans la majorité. Tout à fait. Oui. Mais je pense que ce qu'on ne voit pas, c'est l'interne. Et ça se traduit par le fonctionnement. Dans le fonctionnement. Et ça se traduit par le nombre de communaux qui se présentent aux élections. Il y a un vrai souci. Et
voilà, nous voulons maintenant vraiment, si on travaille avec l'URP plus tard, ce sera vraiment avec cette condition d'horizontalité, travailler avec les acteurs de terrain et ne pas être au-dessus des acteurs de terrain dans la manière de voir les choses. Lucien, vous partagez l'analyse d'OCP? Vous savez qui je suis. Je suis directeur financier à la commune de Plombières. J'ai un droit de réserve. Oui. Un devoir de réserve, pas un droit, un devoir de réserve. Donc je ne commenterai pas tout cela, puisque mon devoir de réserve me l'interdit. Concernant mon attaque personnelle, je ne l'ai pas comprise, puisqu'on me reproche de ne pas respecter un décret qui entrera en vigueur en 2024. Et on me reproche de ne pas les respecter en 2018. Qu'est-ce qu'on vous reproche? De me présenter aux élections. Et on me dit, en 2024, tu ne pourrais pas. Mais nous sommes en 2018. Donc je respecte la loi de 2018. Point. Voilà. Concernant le personnel, ça, il faut poser la question au personnel. Mais je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser également. Parce que vous avez parlé que M. Wimmer s'en allait et que M. Duyckert s'en allait. Sur les 12 élus de l'URP de 2012, il en reste 4 sur les listes. Ça, c'est un problème à l'URP. Que se passe-t-il pour que tout le monde s'en aille? Alors, vous vous posez la question. Marc Simons, je vous demanderais peut-être de répondre à ce tableau finalement moins idyllique pas qu'espérer, mais je veux dire qu'imaginer à Plombières par rapport à la situation d'horizontalité proposée par OCP si il est amené à ce que vous travaillez ensemble demain, et par rapport à l'engagement du personnel communal dans ce scrutin. D'abord, je ne faisais pas partie du conseil communal, je sortant, en tout cas qui va bientôt quitter ses sièges, mais je pense quand même pouvoir affirmer que les conseils communaux, auparavant, des réunions préparatoires de majorité sont organisées, et c'est vrai qu'on aurait pu garder 12 sièges et 5 voix CDH lors de ces réunions préparatoires, que du contraire, c'était du 50-50 qui avait été de suite prôné. Et donc, je pense qu'au niveau communication, elle était égale aussi bien pour le CDH que l'URP, en proposant que ce soit de nouveaux projets ou amendements. Donc je ne comprends pas pourquoi... Je tiens à souligner ça. Donc en 2012, on a pris un accord et on s'est tout de suite mis d'accord qu'on serait... Et c'est tout à fait remarquable de la part du LRP. Donc on avait 5 sièges, il en avait 12. Et au réunion de majorité, nous étions moitié-moitié. Donc ça, c'est tout à fait admirable. Je pense qu'au niveau démocratie interne, et c'est pour ça qu'on ne remet pas en question non plus les projets, elle était là, la démocratie. Ce qui me pose problème, c'est ce que M. Lort a dit aussi, c'est le manque de débat au conseil communal, le manque de débat ouvert. Et j'en ai fait les frais. Une fois, j'ai décidé de m'abstenir au conseil communal. J'étais la seule de mon groupe, mais ça allait à l'encontre de mes valeurs. J'ai eu des menaces de la part de M. Wimmer d'une scission avec notre groupe et aussi des injures par mail de la part d'échevins URP. Soit passons... Ah, ce n'est pas rien ce que vous dites. Ce n'est pas rien. Donc je pense qu'il y avait vraiment une volonté de cadenasser le débat, d'empêcher la discussion, d'empêcher le citoyen finalement d'avoir aussi droit à des avis contraires. Ça permet l'esprit critique. Je crois qu'on ne doit pas avoir peur demain, si nous sommes au pouvoir demain, d'accepter qu'il y ait des avis contraires, qu'on soit dans l'argumentation et que le citoyen ait aussi droit à voir ça. Et je pense aussi, au niveau démocratie participative, qu'il faut aller dans ce sens-là. On pourrait aussi filmer les conseils communaux, les décentraliser pour aussi rendre accès à tous les citoyens en fonction des projets. Si on a un projet sur Hombourg par rapport à l'école, quand on y arrivera, pourquoi pas faire le conseil communal là-bas et ainsi de suite. Il y a aussi, nous aimerions vraiment développer tout le côté Fluicity, donc arriver vers une commune Smart City. Donc c'est une application Fluicity, je pense qu'au Born, j'étais les premiers à l'appliquer, qui permet vraiment une concertation du citoyen régulièrement, mais aussi des messageries privées. Donc ça permet une communication à double sens. Le citoyen peut aussi interpeller le politique ou les agents communaux, et je crois qu'on doit aller vers là. Alors, je vois que vous détaillez déjà le volet participation citoyenne au travers de votre programme. Justement, Marc Simons, comment améliorer la participation citoyenne à Plombières? Qu'est-il inscrit dans votre programme si, du moins, vous faites le constat que le débat n'est pas assez ouvert? Je ne vais pas revenir sur la réunion de majorité, mais je vais préciser quand même à M. Lort qu'il y a non pas 4 personnes sortant de l'URP qui se représentent, mais 10. Donc, c'est quand même une différence. Donc, voilà.
Il me semble que c'est nécessaire de le préciser. Voilà, vous l'avez précisé. Voilà, tout à fait. Quant au malaise de certains employés communaux qui se présentent sur des listes, moi je n'ai pas de souci avec ça. Je ne peux pas dire que ce soit un malaise du tout. Certains se présentent par conviction, d'autres peut-être sont déçus de certaines choses et souhaitent se présenter. Certains, c'est plutôt un défi. Donc voilà, je ne vois pas en quoi ça peut poser un problème, mais je ne pense pas qu'il y ait malaise au sein de la commune, ou en tout cas au niveau du groupe des employés communaux. Sur la participation citoyenne, oui. On va essayer d'avancer dans le débat. Ouais, Qu'est-ce qui est inscrit dans votre programme et est-ce que vous faites le constat qu'il est difficile de prendre la parole, si j'entends bien, il est difficile de s'exprimer au conseil communal? Au conseil communal, le débat cadenassé. En tout cas, au niveau de la participation citoyenne, je ne suis pas d'accord non plus, dans le sens où, en 2017, dans chacun des villages, des conseils de participation, ou plutôt des participations citoyennes ont été souhaitées dans le cadre de la CLDR, à 2 reprises, en 2017. D'autre part, lorsque nous avons aménagé la placette de Hombourg, celle de Guémenich, la participation citoyenne était souhaitée et des gens sont venus se présenter pour participer au projet, que ce soit pour la future salle de Monsen Culture et Loisirs, que ce soit l'ancienne maison communale de Monsen, que ce soit le presbytère de Moresnet. Il y a eu participation citoyenne et il y aura encore participation citoyenne pour les futurs projets qui sont à venir, que sont par exemple l'aménagement de la place de Sippenaken, la future salle AMTF de Plombières. Les citoyens seront invités à venir autour de la table pour donner des idées et les sociétés locales aussi. Et est-ce que cette... Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il n'y a pas de participation citoyenne. Il y en a. Oui. Au conseil communal aussi? Au conseil communal, non. Ah, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Pourquoi est-ce qu'il est difficile de discuter au conseil communal? Parce que je pense qu'il n'est pas cadenassé, il est organisé d'une certaine manière. Voilà, la réunion de majorité propose Anne-Marie peut en témoigner. Lors de réunions de majorité, elle peut participer et a le droit à la parole de donner son accord ou un désaccord par rapport à un fait ou par rapport à un dossier qui est ouvert. C'est à ce moment-là, c'est lors de la réunion de majorité qu'il faut se prononcer et non pas plus tard lors du conseil. Ok. Lucien Locht, par rapport à cela, la participation citoyenne dans votre programme, qu'est-il inscrit? Simplement pour revenir, ce que j'ai dit, c'est que sur les 12 élus, je dis bien élus de 2012 à l'URP, il en reste 4 sur la liste. Okay. C'est certain. Bon, voilà. Précision est donnée, mais bon, vous n'êtes pas d'accord, mais bon, voilà. Sur la participation... C'est un fait, c'est la réalité. Sur les 12 élus, je ne dis pas sur ceux qui se présentaient en 2012, sur les 12 élus de 2012. Voilà. Alors, concernant la participation citoyenne, je vous rappelle que le mouvement citoyen pluraliste Action a justement comme un programme dont le fil conducteur est le développement durable. Le développement durable doit s'appuyer sur des politiques environnementales, économiques et sociales. Et avoir pour levier, justement, la participation citoyenne. Et c'est ça qui est important. C'est justement, et je vais peut-être me répéter, mais il faut d'abord commencer par écouter les élus. Mais là, visiblement, c'est le cas. Quand on entend Marc Simons par rapport aux différents projets dans la commune, les citoyens ont été consultés. Donc je dis, la première participation citoyenne doit venir au conseil communal. Il faut recentrer, et ça je ne le dis pas assez. Concernant maintenant les faits, mais je ne peux pas marquer mon accord. J'ai moi-même fait partie de la CLDR 2006, qui a été reprise par la majorité URP-CDH à l'époque. Je peux vous dire que le premier projet de cette CLDR n'a pas été retenu. C'est quand même facile de dire après qu'on fait de la participation citoyenne, alors que... Vous parlez de quel projet, là? C'était le premier. C'était le mode d'urbanisation de notre commune. Et ça pose un réel problème, et le citoyen est conscient que l'urbanisation actuelle ne peut pas continuer comme ça. On n'en a plus parlé. Le schéma de structure communale, qui est un processus lourd, qui impliquait, il est vrai, une décentralisation des décisions sans devoir passer par le fonctionnaire délégué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, un processus lourd, mais même si on n'était pas d'accord avec ça au niveau politique, on aurait pu proposer à l'époque quelque chose d'autre en concertation avec la CLDR, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est bien de dire qu'on fait de la participation citoyenne, encore faut-il le retrouver dans les faits. Voilà. Ok, je vous propose d'aborder un autre thème. À lui tout seul, il pourrait monopoliser 50 minutes du débat, la participation citoyenne, on a bien compris. Ceci dit, on a d'autres thèmes abordés, et Marc Simons, on parlait de la situation financière de la commune. Quelle est-elle aujourd'hui? Est-ce que c'est une commune en bonne santé? Et on rappellera au préalable qu'en 2013,
vous avez dû procéder à l'augmentation de la fiscalité. En tout cas, c'était votre décision. Donc l'IPP est passé de 6 à 7%. Et il y a eu également une augmentation du précompte immobilier. Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la situation de la commune est bonne? C'était une bonne décision, c'était une gestion en bon père de famille et en tout cas pour la législature à venir, nous ne comptons pas augmenter les impôts en question et de poursuivre en tout cas de nouveaux projets via, si possible, par un maximum de subsides afin que ça coûte le moins cher pour la population plombier-montoise. Je rappelle quand même que Plombières, je ne sors non pas un paradis fiscal, mais une fiscalité fort basse par rapport aux communes voisines. Donc c'est un engagement que vous prenez. Là. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité pour les 6 prochaines années. Sur la situation financière dans la commune, Marie Stassen? Grâce à l'augmentation qu'on a faite en 2013, effectivement, on a des possibilités, des marges de manœuvre assez élargies pour faire des projets et pour débloquer des fonds propres aussi. On a aussi, grâce à Joseph Austen, il faut quand même le dire, on a eu énormément de subsides de l'avis de M. Lort. C'est l'Échevin qui a ramené le plus de subsides et ça, c'est aussi par son côté battant et tout son travail. Et au niveau de la situation financière, je pense qu'il y a peu de candidats qui ont eu un expert financier sur le plateau. Donc je propose à M. Lort d'expliquer. Oui, tout à fait. Je vais prendre l'avis de votre formation. Marc Simons voulait intervenir. Oui, dire que M. Joseph Austen est M. Subside de la commune, c'est un petit peu faux. C'est comme si on disait, il suffit à M. Austen de donner un petit coup de téléphone à quelqu'un, et voilà, et hop, il obtient quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros pour la construction future de l'école de Hautbourg. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Ce n'est pas comme ça, justement, et c'est pour ça qu'il n'a pas arrêté de suivre ces dossiers. On peut le dire, par exemple, on avait un échevin des sports qui aurait pu s'occuper des terrains de tennis à Gamunich, qui s'occupait du dossier de subside, c'est M. Austen. Il faut être honnête. Il a peut-être, en effet, s'en est occupé, il s'est informé, c'est sûr, mais je rappelle quand même que tous les dossiers font partie du travail d'une équipe entière, CDH, URP, et donc cette vision que nous avions ensemble pour le futur, pour le dossier, voilà, une fois qu'ils sont engagés, c'est le directeur général qui les prend en main et puis qui dispatche le travail au niveau des employés communaux pour pouvoir justement préparer ces dossiers. Et lorsqu'ils sont seulement bien ficelés, et ça peut prendre énormément de temps pour ficeler un dossier, alors seulement, peut-être, des subsides seront octroyés. Voilà. Lucien Loche, une commune en bonne santé financière? De nouveau, un devoir de réserve, mais bon... Malgré tout, vous êtes tête de liste. Lorsque je présente les comptes au conseil communal, je signale toujours la bonne santé des finances communales, qui, rappelons-le, est aussi dû au fait qu'en 2013-14, on a augmenté la fiscalité de 8% au niveau du précompte immobilier et de 22% au niveau de l'impôt des personnes physiques. Ce n'est pas rien non plus, sachant que tous les deux sont indexés. Donc le précompte immobilier a augmenté en réalité de 20% sur ces 6 dernières années. Ce n'est pas une critique, c'est tout simplement un constat. Au niveau de la dette, elle n'a pas évolué entre 2006 et 2018, mais on oublie une chose quand on parle de la dette, c'est qu'on termine un exercice comptable actuellement en déficit. Sous mes conseils, aucun souci. L'exercice 2018 va se terminer probablement avec un déficit à l'extraordinaire, il n'y a rien de grave là-dedans, de plus de 4 millions. Donc il faut ajouter cette dette de 4 millions à la dette actuelle. Donc fin d'année 2018, nous aurons une dette de 9 millions par rapport à celle de 5 qu'il y avait en 2012. Mais ce n'est pas un problème en soi, mais je pense que ça doit être dit. Au niveau du groupe Action, nous allons procéder à une réduction de la taxe. Nous allons proposer, pas imposer, proposer une réduction de la taxe sur la délivrance des cartes d'identité, ainsi qu'une réduction ou une non-augmentation de la taxe sur les immondices pour les isolés, puisque ce sont les isolés qui ont souvent le plus difficile. Voilà tout ce que j'avais à dire au niveau des finances. Alors, concernant les subsides, je peux vous dire que, honnêtement, sans le travail acharné de M. Austen, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et il a pu s'appuyer sur une administration qui a bien ficelé le dossier. Parce que bizarrement, l'administration, on l'a totalement ignoré dans le tract qu'on a reçu début de semaine. Voilà. Marc Simons, on va aborder un autre thème, il est important, c'est le dossier Walzinc, qui à lui tout seul est un dossier qui anime les passions dans votre commune. Pour rappel, on est en octobre 2017, il y a une société du Brabant wallon qui porte ce nom, qui projette de réouvrir les mines de zinc et de plomb à Plombières, mais aussi à la Calamine. La volonté de procéder à des recherches de gisements, mais qui n'ont pas encore été exploitées. Mais pour l'heure, en tout cas, la demande n'a pas été suivie d'effet pour une question de vice de procédure.
Où en est-on dans ce dossier et est-ce que votre formation prend un message à faire passer à la population qui, dans un premier temps, accueille un peu difficilement la nouvelle? En fait, en effet, je confirme, la participation citoyenne, justement, entre guillemets, a fait savoir aux élus sortants qu'ils étaient totalement contre cette idée de réouvrir des mines de plomb, éventuellement à Plombières-la-Calamine, et nous sommes totalement d'accord et nous ne poursuivons pas du tout dans cet objectif-là. Nous ne voulons en effet pas de ce Walzinc dans notre commune. Pour le moment, donc, c'est toujours au statu quo. Vous n'avez pas de nouvelles de Nous n'avons pas de nouvelles à l'heure actuelle. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Mais s'il y en avait d'autres, s'il y avait des recours, en tout cas, qui sont possibles via des instances supérieures, nous continuerons à nous battre pour que cette idée saugrenue de réouvrir des mines à Plombières soit écartée, tout simplement. Donc c'est non. C'est non. C'est non. Et Non vous suivez... catégorique. C'est un non catégorique. Quitte à se passer de rentrées financières intéressantes? Oui. Oui, tout à fait, parce que Walzinc, ça représentera quand même certainement, si jamais ça devait voir le jour, de gros problèmes de nuisance, que ce soit au niveau de la mobilité, mais aussi au niveau de la santé. Donc nous estimons que c'est prioritaire par rapport à des finances complémentaires qui pourraient venir de Walzinc. Et ça, vous vous basez sur des études pour affirmer que ces recherches et ces gisements pourraient avoir des effets néfastes sur la santé? En tout cas, eux n'ont donné aucune certitude de ce côté-là, à l'heure actuelle. Marie Stassen. L'OCP est tout à fait contre, ça c'est certain, pour plusieurs raisons. Parce qu'à Plombières, c'est vrai que nous sommes une commune rurale, mais qui est relativement densément peuplée pour une commune rurale, donc il n'y a pas non plus cette possibilité, cette place. Au niveau tourisme aussi, donc c'est aussi un pôle économique de la commune. On a énormément engagé, financé le tourisme depuis les années 70. Des particuliers ont beaucoup investi et valorisé le patrimoine en créant des gîtes. Et je pense que ça aurait un effet néfaste par rapport au tourisme. Et bien sûr pour la biodiversité et pour tout ce qui est pollution des sols. Cependant, attention à l'effet NIMBY, pas chez moi, mais bien chez les autres. Je pense qu'à l'instar de Fribourg, par exemple, une ville du sud de l'Allemagne qui, à l'époque, dans les années 70, on a voulu construire une centrale nucléaire. Les gens se sont mobilisés, ont dit non, mais après se sont posés des questions. OK, non à une centrale nucléaire, mais il faut aussi produire de l'énergie suffisante pour la ville. Et ils sont quasi autonomes, quasi semi-autonomes aujourd'hui à Fribourg parce que les gens ont fait des projets participatifs, ont engagé de l'argent dans des éoliennes, etc. Je pense mais vous n'en voulez pas chez vous quand même. Non, mais juste que dans le même sens, je pense que si on dit non à Walzinc, et c'est ce que nous faisons pour les raisons que j'ai évoquées, nous devons absolument d'autant plus travailler dans le développement durable, dans la réflexion aussi de notre consommation. Nous voulons moins, mieux, autrement au niveau de la consommation. Quand on voit tout le matériel, toute la surconsommation qu'il y a au niveau de nos GSM, des ordinateurs, etc., on doit être une commune qui est initiatrice dans le changement à ce niveau-là. Oui, opérer le changement, mais dire non à Walzinc. Parce que je pense que c'est une commune, ça ne convient pas au niveau de la densité de population, au niveau de ce qu'on a aussi acquis au niveau touristique. Mais on ne peut pas fermer les yeux, effectivement, et aussi sur l'exploitation minière qui se fait en Afrique, où je l'ai vu de mes propres yeux en Bolivie, c'est effrayant et on ne peut pas être insensible à ça. On doit continuer et vraiment être beaucoup plus acteur du changement de la consommation. Je l'ai vécu moi-même, ça fait 4 ans que j'essaie de consommer autrement. Vous savez, pour changer ses habitudes, il faut 21 jours. Donc un effort, ça dure 21 jours et puis ça devient une habitude. Je pense qu'il y a moyen d'évoluer chaque citoyen et que la commune doit être l'exemple en matière de changement de consommation. On doit aller loin, on doit être très ambitieux à ce niveau-là. Oui, Lucien Locht, est-ce que finalement, ce n'est pas le nouveau code minier qu'on attend d'ailleurs pour la fin de la législature qui pourrait rabattre les cartes et qui pourrait, effectivement, rabattre les cartes et remettre la situation à zéro et permettre à Walzinc peut-être de le faire. Il faut d'abord le voir, évidemment. On ne saurait pas anticiper sur ce projet, puisque c'est toujours un projet. Mais je pense que le groupe Action a une vue légèrement différente par rapport aux deux autres partis en présence. C'est que nous estimons que Walzinc, nous savons que Walzinc, c'est une énorme société qui était prête à faire pour 7 millions de prospection dans notre commune. Donc nous avons en face de nous un mastodonte. Et nous sommes là avec un petit drapeau en disant chez nous pas, hein. Non, je pense que ce n'est pas suffisant et nous proposons une task force pour justement s'y opposer. C'est quoi une task force ? En français, c'est un groupe de travail spécifiquement constitué pour s'opposer à ce mastodonte, qui va regrouper non seulement des personnes intéressées dans notre commune, mais également des communes voisines, des experts et également les communes limitrophes en Hollande et en Allemagne. Donc mais vous dites non ? Mais bien sûr. Vous dites non catégorique. Il faut dire non
en s'entourant de spécialistes et d'autres communes. Donc c'est ensemble que nous devons dire non. Tout seul, avec un petit drapeau, nous n'arriverons pas. Maxime, la population vit mal ce dossier ? La population, en tout cas, vit mal et en tout cas très attentive à ce dossier. Et comme le disait Marie, en effet, la commune veut étendre son pôle économique sur le plateau de Plombières, souhaite en tout cas s'investir de plus en plus au niveau du tourisme et notamment créer des nœuds, que ce soit pédestres, cyclables. Le Ravel qui se termine tout doucement sur notre commune est aussi un plus. Et donc cette commune verte, que nous voulons verte de plus en plus, est prioritaire par rapport à d'éventuelles nuisances, tout simplement. Voilà, j'entends unanimité en tout cas sur le nom par rapport à ce projet. Vous parlez de tourisme, Marc Simons, tant qu'à rester dans la mine, restons-y, il y a l'aménagement projeté du site minier, oui. Qui justement devrait porter vers un peu plus de tourisme. Mais question, quel type de tourisme voulez-vous à Plombières ? Alors le tourisme qu'il pourrait y avoir sur la commune de Plombières, c'est d'abord essentiellement le tourisme d'un jour, qu'il soit familial ou scolaire, avec la maison du site minier qui serait peut-être la maison référence, où à partir de là serait proposé aussi bien point pédestre, point pour départ pour les vélos, location de vélos électriques éventuellement aussi là-bas, avec la création très prochaine d'un parc récréatif sur le site minier où il y aura participation citoyenne, alors plutôt au niveau économique. Ça sera un peu plus loin. Ce sont 10 parcelles qui seront proposées aux entrepreneurs. Alors, peut-être mettre aussi un nouveau cadastre de personnes qui peuvent loger, les familles qui viendraient passer une nuit ou 2 nuits dans notre commune et donc favoriser ce secteur-là ainsi que celui de l'Eureka avec une publication à la clé. Améliorer le site internet aussi pour une meilleure visibilité de tout ce qu'il est possible de faire et de rencontrer à Plombières, que ce soit le cimetière américain, le viaduc de Moresnet, l'antenne des 3 frontières. Les différents châteaux de la commune, ils sont nombreux, le moulin. Ça va faire beaucoup de touristes, ça ? On espère. Ah, c'est le but. Oui, c'est le but, c'est qu'il y a un tourisme doux, en tout cas, de la commune qui s'installe de plus en plus. Un tourisme de masse, mais maîtrisé, voilà, si j'entends bien, si je vous suis. Par rapport au site minier, il faudra aller aussi, on parlait de subsides tout à l'heure, il faudra aller en chercher, là. Tout à fait. Je pense que c'est aussi une possibilité. Il faudra trouver en effet des subsides pour le site minier, pour notamment la partie récréative que nous souhaitons mettre en place là-bas. Marie Stassen, quel type de tourisme à Plombières ? Un tourisme doux, c'est plutôt améliorer l'offre. Je pense que nous proposons aux touristes qui viennent déjà, puisque nous avons énormément de gîtes sur la commune. Donc les touristes sont là, mais proposer une meilleure offre, ça c'est sûr. Je pense qu'au niveau subside, si je ne me trompe, nous avons déjà la promesse de subside pour les aménagements du site minier. Ce que je voudrais aussi dire, on a énormément investi dans les ravels. On a fait beaucoup, et ça va être fait aussi encore dans la suite, au niveau de tarmacage des ravels, qui est un peu dommage évidemment au niveau durable, effectivement. Mais on doit pouvoir profiter de cet outil, non pas uniquement de manière touristique, mais aussi au niveau mobilité. Et je crois qu'on a essayé de faire des liens. Par exemple, quand vous arrivez à Birken, à Monsen, faire un lien, parce que c'est leurrer le citoyen que de dire nous avons de la mobilité douce à Plombières à cause des ravels. Il faut faire le lien, donc je le disais, de Birken vers l'école de Monsen, par exemple, et pousser, donc créer des carports aussi au niveau des écoles. Il y a déjà beaucoup à Gemmenich, beaucoup de profs et d'enfants vont à l'école en vélo. Il faut sécuriser les abords, la traversée aussi à Plombières pour que les enfants de la maison communale qui habitent là autour puissent aller à l'école de Plombières, qui n'est pas dans de bons draps pour le moment au niveau nombre d'élèves. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là, vraiment profiter de cet aspect touristique pour l'utiliser aussi au niveau mobilité, qui est un gros problème à Plombières. Oui, on va essayer d'en parler. Lucien Loche, justement, le tourisme. Le tourisme, là, c'est un gros point d'interrogation. Pourquoi n'a-t-on toujours pas, dans la commune de Plombières, un accueil touristique aux 3 bornes ? C'est incroyable. Il y a entre 700 et 800 000 personnes qui viennent aux 3 bornes chaque année. Et au niveau de l'accueil touristique belge, il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment la priorité absolue que nous allons... Il y a un accueil au niveau hollandais et allemand ? Oui, ça, je vous garantis. Il n'y a aucun souci. Je pose la question. Est-ce qu'il y a un autre point... Est-ce qu'il y a un autre point touristique comme ça dans l'arrondissement de Verviers? Je ne pense pas. 800 000 personnes sans rien faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une priorité. Il y a le problème de la signalétique. Moi, j'en prends les ravels tous les jours. Souvent, je sers de guide, malheureusement. Donc il faudrait quand même avoir une belle signalétique parce que les gens ne connaissent pas, les gens de l'extérieur ne savent pas où est Moresnet, de la Calamine, etc. Donc il faut une meilleure signalétique. Et puis il y a le tourisme ferroviaire qui va probablement être relancé puisque enfin la commune a à nouveau des bonnes relations avec l'ASBL du chemin de fer de Rombourg. Mais ça, c'est un autre débat qu'on devra... lui tout seul. Oui, tout à fait. Peut-être Marc Simons, le point d'accueil aussi des 3 bornes,
C'est prévu. Oui, en effet, c'est prévu et C'est prévu. c'est nécessaire, bien entendu, tout à D'accord, fait. voilà. Donc, Entièrement d'accord. Ce sera la Ce sera un faute, beau challenge. le manquement sera réparé. Vous parliez de mobilité. C'est vrai que on rappelle que Plombières est constitué de 6 villages. Oui. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de mobilité, que certains villages, n'étaient pas connectés par les transports en commun, Juste précisément. des bus scolaires une fois par jour aller-retour. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez Donc, pour améliorer la mobilité? Le problème, c'est le service public. Il faut dire ce qui est. On a déjà essayé de travailler, de faire du lobby sur le tech, mais c'est très difficile à ce niveau-là. Je pense que voilà, il faut être réaliste. Nous avons une commune où nous utilisons énormément la voiture. Et donc, qu'est-ce qu'il faut développer? Je pense que c'est les aires de covoiturage et aussi surtout le système. Donc, je pense que l'application Fluicity dont je vous parlais tantôt pourrait, en collaboration avec le PCS, donc le plan de cohésion sociale, être utilisée pour justement connecter le citoyen et l'aider à à améliorer la mobilité et à faire beaucoup plus de covoiturage. Dans un autre dossier, grâce au GAL, dont je vous parlais tantôt, de RF, où Joseph Osten est très engagé, il y a une fiche projet mobilité qui va permettre bientôt d'avoir un bus qui prend les gens des 8 communes concernées et qui les amène aux zoniques des Plaines et de Chêneux. Donc ça, c'est aussi un outil très intéressant sur ce point. Vous parlez de l'application Fluicity, ça veut dire que demain, Plombières deviendra une commune connectée. Je pense, Il oui. le faudra. Il le faudra, oui, c'est selon vous, inévitable. si je comprends bien. Oui. Marc Simons, cette mobilité défaillante, visiblement, c'est le constat. Vous la partagez et quelles sont vos réponses? C'était un constat, mais en attendant, je pense que maintenant, les Ravel et d'autres voies, notamment pour les vélos, sont tout doucement installées et de plus en plus fréquentes. Maintenant, on a relié notamment le village de Monsen à partir de Birken jusqu'à Bleckenrath. Ça permettra notamment à des étudiants, s'ils le souhaitent, d'emprunter le vélo et de pouvoir accéder, pas en voiture, mais à vélo, leur école secondaire, que ce soit à Saint-Joseph, Welkenrath ou une autre école, ou que ce soit l'école de Gemmenich aussi. Il y a plusieurs sites propres pour vélo ou pour piétons. Et voilà. Mais il faut poursuivre dans ce sens-là, mais aussi la communication au niveau des vélos vers les Pays-Bas ou vers l'Allemagne qui existe déjà. Oui, et qui serait appelé à être intensifié. Intensifié, si j'entends bien. une meilleure signalisation, comme dit M. Laure, tout à fait. Oui. À promouvoir en tout cas. Oui, Lucien Loche, justement, la problématique de la mobilité, vous la partagez et dans votre programme, est-ce que c'est inscrit en termes de réalisation et de projet? Si c'était inscrit dans le programme de l'URP, c'est encore des promesses qui n'ont pas été tenues, comme le point touristique aux Trois Bornes, qui était aussi une promesse de 2012. J'ai le programme, ce n'est pas tenu. Donc à un moment donné, il faut quand même essayer de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Au niveau mobilité, je vais prendre qu'un exemple. J'habite tout près de la maison de repos de Panneseit, la maman de Marc également. Il était impossible quasi pour les résidents ou les personnes qui vont à Panneseit de venir là-bas avec une personne en chaise roulante. Je trouve ça quand même dommage au XXIe siècle. Donc les problèmes de mobilité, il y en a. Il faudra prendre le taureau par les cornes et fixer les priorités. On ne saura pas tout faire d'un coup. Ça, c'est clair. Encore un thème avant la conclusion, si vous le voulez bien, on sera rapide vu le temps qu'il nous reste. On va commencer avec vous, Marc Simon, si vous voulez bien. C'est comme à Olnia-Stavlo, d'ailleurs, le nombre d'élus dans votre commune va augmenter. Il y aura donc un échevin supplémentaire. Il y a une croissance démographique à Plombières. Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit dans vos programmes pour à la fois favoriser la petite enfance et l'accueil des seniors? S'il y a de plus en plus de monde qui souhaite venir s'implanter dans votre commune, qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir au mieux? Donc d'abord, il n'y aura pas un élu complémentaire, ou en tout cas un échevin de plus, même si nous dépassons la barre des 10 000 habitants. Il n'y aura voilà. pas d'échevin supplémentaire? Non, voilà, nous nous sommes engagés dans ce sens-là au niveau de notre programme. Alors concernant l'enfance et les seniors, 13 résidences-services qui viennent d'être inaugurées il y a quelques mois, et nous allons poursuivre dans ce sens-là pour en constituer d'autres, en tout cas d'autres logements spécifiques pour seniors, parce que c'est une réelle demande. Et concernant les jeunes, là aussi, nous ferons le nécessaire et continuerons à faire le nécessaire pour les aider au niveau des subsides, au niveau d'animation, au niveau de formation qu'ils pourraient avoir et que la commune pourrait prendre en charge. Les aider aussi matériellement lorsqu'il y a des organisations de camps, amener du matériel et aller le rechercher. Et ça permet d'alléger ainsi les caisses des mouvements de jeunesse en question, mais aussi alors aider et continuer à aider les différentes sociétés locales, qu'elles soient musicales, théâtrales ou sportives, qui font la richesse de notre commune, parce qu'elles représentent vraiment la vie de nos villages, et cette vie, elle doit perdurer. Plombières n'est pas un village dortoir, c'est une commune vivante. Il faut qu'en 2024, on retienne de ça. Plombières est une commune plus verte et une commune où la richesse locale permet aux habitants, aux citoyens de vivre des activités.
Marie Stassen, à la fois la petite enfance, la jeunesse et les seniors, mais évidemment... Très rapide. Donc au niveau de la petite ouais. enfance, on a cet agrandissement de la crèche, mais il faudra veiller Oui. aussi aux gardiennes, aux aînés qui sont aussi super importantes. Au niveau des jeunes, on voudrait cofinancer les brevets, pas trop, et autres, les formations, parce que c'est des jeunes qui s'engagent et qui finalement... participent à l'épanouissement de la jeunesse à Plombières. Au niveau de l'intergénérationnel, les seniors ont changé. Ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Les personnes ont pour la plupart travaillé à l'extérieur, etc. Donc on a d'abord créé ce conseil consultatif des aînés pour mieux comprendre ce qu'ils veulent. Et notre idée, un petit peu, c'est de créer un comité des grands-parents &co autour des écoles, où vous rassemblez les enfants, les parents et les grands-parents, et d'utiliser les ressources que nous avons pour être des témoins en histoire ou pour aller faire du jardinage, etc. Donc il y a moyen de créer de l'intergénérationnel à ce niveau-là. Je m'arrête. Lucien Locht. Oui, je partage parfaitement les dires de Mme Stassen. Je voudrais simplement revenir sur la problématique du nombre d'échevins. Pour nous, dans notre mouvement Action, l'important, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'engagement. Il n'est pas question chez nous d'en rajouter un, mais on souhaiterait en tout cas que les membres du collège s'engagent plus qu'ils ne le font aujourd'hui, en tout cas pour certains. Et chez nous, nous nous engageons au moins à mi-temps. Ça, c'est la parenthèse sur l'échevin et sur l'accueil de la petite enfance, jeunesse et seniors. Comme je l'ai dit, je partage parfaitement ce qui vient d'être dit. Il y a une maison communale d'accueil de l'enfance qui va passer en crèche, donc là, on s'en occupe. Au niveau des mouvements de jeunesse, il faudra réellement faire ce qu'on a dit, qu'on voulait déjà faire en 2012, parce que c'était des promesses aussi, de subventionner les formations des patronniers, etc. Donc ça a été promis, ça n'a pas été fait. On ne sait pas tout faire, je veux bien le croire. Et au niveau de l'hébergement des personnes âgées, faisons un peu attention quand même, parce que pour le moment, il y a une nouvelle maison de repos qui va ouvrir à la Calamine. Et on sait que pour le moment, dans les maisons de repos, on n'arrive pas toujours à les avoir complètes. Donc il faudra peut-être revoir parfois certaines positions à ce niveau-là. Nous arrivons au moment de la conclusion. Marc Simons, c'est vous qui entamez ce dernier tour de table avec le temps qui vous est imparti, précisément 54 secondes. Qu'est-ce qui fait qu'il faut voter URP le 14 octobre ? Je vais résumer tout simplement par notre slogan. Avec vous demain comme aujourd'hui, avec vous, c'est avec le citoyen qui est le centre de nos préoccupations. Demain, ce sont les projets entamés qui ne sont pas terminés, que nous souhaitons voir un aboutissement dans les mois ou dans les années à venir, mais ce sont aussi de nouveaux projets que nous souhaitons ouvrir et qui sont dans les cartons. Et alors, comme aujourd'hui, je vais tout simplement résumer ce qu'un citoyen de Plombières m'a dit il y a une quinzaine de jours. En tout cas, depuis 12 ans, l'équipe URP a sorti Plombières de son bac à sable. Les villages sont plus beaux, sont embellis. Il y a vraiment une amélioration visible. D'autre part, les structures scolaires, les structures au niveau des salles, que ce soit folkloriques et sportives, il y a un grand mieux. Et d'autant plus, vous arrivez encore à essayer de gérer et d'augmenter justement les... Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes arrivés déjà au temps imparti. Merci Marc Simons. Merci, Marie Stassen, le mot de conclusion, même question. Là, mon regret, on n'a pas trop peu parlé de changement climatique. C'est une urgence aujourd'hui. La planète, elle va pas mourir seule. Elle va mourir. On est en train de détruire l'environnement qui nous est favorable à l'homme. Donc je pense que c'est une urgence et ça doit être vraiment une priorité politique. Sinon, je tiens simplement à remercier les 63 citoyens qui osent se lancer en politique aujourd'hui. C'est pas si simple dans le climat hostile par rapport à la politique, et particulièrement mon équipe, où on a réalisé 25 réunions sur un programme vraiment concentré avec des débats de fond. C'était tout à fait une campagne exceptionnelle et j'espère que les citoyens nous feront confiance pour pouvoir mettre tous ces projets, cette vision, parce qu'on n'a pas 100 projets délimités justement. On veut une vision pour Plombières avec une démocratie participative. C'est pas 100 projets limités, c'est plutôt aller au-delà de ça et le construire avec le citoyen. Merci Marie Stassen. Lucien Locht, le mot de conclusion. Oui, vous l'aurez compris, action, c'est comment faire de la politique autrement. L'important pour nous, ce n'est pas ce qu'on va faire, c'est comment on va le faire et avec qui, et avec un programme dont le fil conducteur est le développement durable et qui va nous obliger inévitablement à changer nos habitudes. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, le 14 octobre, votez pour la liste 14 qui comporte 14 projets et probablement qu'avec vous, on fera 14 élus. Merci, madame, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, nous poursuivons le tour d'horizon de nos communes et place à la commune de Spa pour le prochain débat préélectoral. Bonne soirée à toutes et tous, à bientôt.